Bonjour et bienvenue à ce Vauban au chalet. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pierre Moreau, président-directeur général de Resto Plaisir. Bonjour Pierre. Bonjour Hugues. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue. Ben oui, c'est bien. Un bel environnement, c'est Oui, agréable. un Ouais. beau Je te chalet. dirais que c'est probablement l'endroit le plus exotique que j'ai visité depuis les 8 derniers Depuis mois. un Là. bout, Oui, hein? exactement. Ouais. Ouais. Non, on a choisi Spot. Puis le concept pour sortir le monde un peu, effectivement, compte tenu qu'on est tous confinés chez nous depuis un petit bout. Ça fonctionne. Merci d'être là. Avant qu'on se lance, parle-nous de Resto Plaisir, s'il te plaît, juste pour le bénéfice de ceux qui écoutent. Oui, ben écoute, Resto Plaisir, c'est une entreprise de restauration de la grande région de Québec qui a été fondée dans les années 80 par Jacques Gauthier, par l'achat du cochon d'Inde du quartier Petit Champlain. C'était supposé être son projet de retraite. Alors, il pensait recevoir les clients, leur servir du vin et tout ça. Puis, quelques années plus tard, c'était rendu 4 restaurants, 5 restaurants. Puis, à un moment donné, ça a grossi. Moi, je me suis joint au groupe en 2010 pour mettre en place un processus là, de reprise de l'entreprise, ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. Alors, je suis devenu l'actionnaire majoritaire il y a quelques années, puis j'ai greffé à ça un groupe d'associés là, qui sont tous des employés de l'entreprise. OK. Et aujourd'hui, ça compte combien de restaurants? Aujourd'hui, on a 12 restaurants. Malheureusement, on a dû en enfermer 2 suite à la pandémie, mais on a 12 restaurants qui sont tous en opération aujourd'hui, suite à la reprise annoncée par le gouvernement. On a 12 restaurants, on a un service de traiteur, on a un service de prêt-à-manger qui s'appelle La Table chez soi, qui a été aussi développé pendant la pandémie. Okay. Alors, puis on espère graduellement revenir là, à notre volume là, d'avant la pandémie là, au cours des prochains mois. Super. Bien évidemment, on ne peut pas passer sous silence la crise. Fait que la première question elle va être bien évidemment associée à ça, mais ça a été quoi tes premiers constats le jour où l'annonce a été faite, il y a presque un mois, jour pour jour? Bien, écoute, juste pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, là, notre industrie, on a été fermé presque 7 mois et demi sur 12 mois. Là. Ouais. OK? Alors, il n'y a pas une industrie, à part peut-être l'événementiel puis l'hôtellerie, là, qui a connu la crise aussi forte que nous autres. Ouais. Alors, c'est certain que la première fermeture en octobre, là, on a pris du recul. Tout le monde était à peu près dans le même bateau. On pensait tous que ça allait durer juste quelques semaines puis qu'après ça reviendrait. Alors, au début, on n'était pas trop inquiet. Après un mois, on a commencé à se poser des questions. Là. Puis là, on a commencé à réaliser qu'il y avait un changement majeur qui s'opérait dans la société, puis qui allait probablement avoir des impacts là, à long terme, là, comme n'importe quelle récession ou n'importe quel grand changement de société. Alors, rapidement, l'équipe, on s'est ressaisi, puis on s'est mis à réfléchir, OK, mais on va faire quoi, nous autres, pour se préparer à la reprise. Il faut que tu comprennes, en restauration, là, les gens, là, on est habitués d'être action-réaction. Les clients viennent dans les restaurants, on s'occupe bien d'eux autres. S'il y a un problème, on le règle tout de suite, puis après ça, on repart. Alors, d'avoir une pensée stratégique, c'est pas naturel. Là. Alors, ça, c'est un peu ma job, là, de forcer l'entreprise à se dire, ouais, mais on va être où dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Puis comment est-ce qu'on va faire, nous autres, pour mieux passer à travers cette crise-là que d'autres joueurs? Alors, c'est principalement là, le genre de réflexion qu'on a amorcé à ce moment-là. Parce qu'on va se le dire, il y en a beaucoup qui n'ont déjà pas passé au travers. Oui. Puis je pense que malheureusement, il y en a encore qui survivront probablement pas malgré le redémarrage ou la possibilité de réouvrir. Là. Fait que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On va avoir des effets de ce qu'on vit là pour encore au moins 24 mois. Minimum. Puis est-ce que l'industrie de la restauration n'était pas, puis je pèse mes mots, là, un peu due pour se réinventer, ou tu le disais à l'instant, il y avait un challenge, puis il fallait réfléchir, il fallait se poser la question, OK, mais comment ça va se développer, puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on doit être rendu où? L'industrie de la restauration, était-tu due pour ça? Bien, je pense que ça nous a donné un électrochoc, puis ça nous a obligés de reviser d'accélérer des questionnements qu'on avait depuis longtemps. Je vais te donner l'exemple de chez nous. Nous, après le premier confinement, on a décidé de fermer 2 établissements. 2 établissements qui étaient plus ou moins rentables. Mais en toute honnêteté, il faisait des années qu'on se posait des questions sur ces établissements-là. Là. Ça nous a juste forcé à prendre une décision qu'on aurait peut-être dû prendre avant. Alors, l'industrie de la restauration dans son ensemble, tu as beaucoup de restaurants qui avaient des marges bénéficiaires
ordinaire, puis qui d'année en année, ben, tu avais une bonne saison touristique, passais à travers l'hiver, puis recommençait. Ça a donné un électrochoc parce que là, les gens se sont aperçus que ça te prend des business qui sont un peu plus solides que ça financièrement pour passer à travers des crises comme on vit là. Tu ne veux pas être sur le respirateur artificiel Exactement. 3/4 de ton année, puis finalement, tu as un bon été, puis crime, tu repars. Puis là, tu as une crise. Tu n'as plus ton bon été, parce que l'été dernier, on a eu du monde, là, mais il ne faut pas se faire de cachette. Là. Oui, on était oui. avec toutes sortes de règles. Là. Alors, quand est arrivé l'hiver, puis en plus, on était refermé l'hiver, ça n'a pas été facile. Alors, c'est là que tu comprends l'expression américaine qui dit cash is king. Il faut que ton cash flow soit bien équipé pour passer à travers ces périodes-là. Puis le fait de se réinventer comme industrie, puis je le souligne là, parce que vous n'êtes pas la seule industrie à avoir eu ça dur, mettons. L'industrie de la construction, même si peut-être qu'ils n'ont pas été fermés longtemps, mais en termes d'industrie qui, justement, auraient avantage, puis sont en train de le faire, là, on en accompagne certaines compagnies dans le domaine de la construction, puis même dans l'agroalimentaire, eux autres, pareil, tout ce qui est agri-food ou agroalimentaire, ils ont compris, entre autres, eux autres aussi, que tabarouette, il y avait des choses qu'il fallait qu'ils soient revues, et peut-être qu'on ne cultivait pas en 2021 comme on cultivait dans les années 50. Mais tout ça, ça a été mis en lumière en partie. Mais dans ton industrie, est-ce que les technologies étaient suffisamment comprises? Parce qu'on travaillait avec vous autres avant la crise, puis vous étiez déjà dans un processus qu'on peut appeler transformation numérique. Mm-hmm. Mais est-ce que tu crois que vous êtes embarqué dans la ride un peu tard peut-être? Ou est-ce que tu crois que l'industrie en général n'avait pas pris conscience assez de cette importance? C'est certain qu'aujourd'hui, en rétrospective, je me dis... Toujours facile en rétrospective. Je me dis que si j'avais réussi à faire tout ce que j'avais en tête plusieurs années auparavant, j'aurais été mieux équipé. Ouais. Mais je pense qu'on avait quand même entrepris des bonnes choses. Et puis, la pandémie nous a juste forcé à accélérer nos processus de décision puis la transformation numérique qu'on voulait faire. Je pense que c'était inévitable qu'on avait des choses importantes à faire dans notre industrie. Mais la pandémie a réveillé des situations, des comportements de consommateurs qu'on commençait à préparer. Mais tu sais, le prêt-à-apporter, le take-out, puis les commandes en ligne, puis les sites Internet transactionnels et tout ça, nous, on avait commencé à faire des choses, mais là, ça a complètement explosé. Là. Tout le monde en faisait. Alors, le bon côté de ça, c'est que les clients ont appris à utiliser ces sites-là, puis là, sont capables de voir ceux qui sont plus performants, puis tu es capable de les aider dans ça. Mais ça a eu une accélération que personne aurait pu prévoir. Là. Vraiment, c'est assez exceptionnel. Là. Nous autres, on trouve ça positif parce qu'on était déjà engagés dans ce processus-là. Ouais. Alors, on pense que si on continue à exécuter notre plan, ça va nous permettre d'avoir une longueur d'avance sur notre concurrence. Complètement d'accord. Puis en fait, puis cet exemple-là il est très propre à l'industrie de la restauration. Nous autres, c'est le télétravail qui revient souvent comme exemple aussi, qui a pris une vitesse, alors que puis dans des shops de service, nous, techno, dans les boîtes de technologie, c'était déjà pas mal accepté, très accepté, mais on s'entend, là, des grands cabinets comptables que, tu sais, on t'a vu passer dans des journaux comme moi, là, ils ont littéralement vendu leur bureau, puis le service aujourd'hui en télétravail, c'est admis et accepté, voire encouragé, alors que c'était un combat où c'était même pas bien vu il y a un an. Donc, tu sais, il y a des accélérateurs, où il y a l'accélération plutôt de nouvelles façons de faire, puis de nouvelles méthodes de travail même, que personne n'avait de boule de cristal pour voir venir. Là. Effectivement. Puis, maintenant, tu es dans un restaurant, il y a beaucoup d'humains. Oui, l'humain est extrêmement important. C'est notre ressource numéro 1. Hein? Ben, c'est ça. Tu vas avoir un beau restaurant, un beau menu. Si tu n'as pas des humains pour s'occuper de tes clients, pour préparer tes menus, tu n'arrives à rien. Tu n'arrives à rien. Puis comment, comme en tant que gestionnaire, tu as dealé avec ça, avec une situation si exceptionnelle, puis si inattendue, si grande aussi? Là? Ben, écoute, juste pour te donner l'importance des humains et de la main-d'œuvre chez nous, là, lorsqu'on a fermé nos portes la première fois, le 1er octobre, on avait 900 employés. OK. Quand on a réouvert l'été dernier, on a réussi avec des heures réduites,
puis deux restaurants fermés, on avait réengagé à peu près 550 personnes. Donc, lors de la deuxième fermeture au mois d'octobre, on a eu à mettre à pied encore plusieurs centaines de personnes. Mais ce qu'on a fait pendant ces deux fermetures-là, c'est qu'on a gardé tout notre personnel de gestion en place. Tous nos directeurs de restaurants, tous nos chefs, on les a gardés en place. Okay. On a utilisé notre fonds de roulement et les programmes pour s'assurer qu'on était capable de les payer au moins 4 jours semaine. Et on leur a demandé deux choses. Première chose, on leur a demandé, il faut que vous appeliez vos employés au moins une fois par semaine. Comment ils vont? Ils mangent à leur faim, parce que dans notre industrie, tu as toutes sortes de choses. On voulait être sûr que les gens que le filet social s'occupait bien d'eux autres. Comment est leur morale? Est-ce qu'ils se sont trouvés un autre job? Cet autre job-là, est-tu temporaire, est-tu permanent? On voulait qu'ils restent en contact avec leurs gens, puis qu'ils leur transmettent de l'information. Moi, je faisais des vidéos qu'on diffusait sur notre YouTube privé. Je faisais ça peut-être une fois tous les mois pour leur dire sur quoi on travaillait, c'était quoi notre prévision du futur et tout ça, pour essayer de les garder engagés et tout ça. Alors ça, c'était le premier job qu'il y avait. Puis la deuxième job, c'est qu'ils nous aidaient dans toutes les autres tâches de l'entreprise. Alors les take-out qu'on faisait dans les restaurants, le prêt-à-manger à table chez soi. Alors on a réussi à garder notre groupe de gestionnaires engagés puis occupés pendant toute la pandémie. C'est certain que quand tu es directeur ou directrice de restaurant puis que tu es habitué de recevoir 1000 clients par semaine puis d'avoir du feedback direct, de monter des boîtes à lunch ou de monter des boîtes, c'est pas aussi gratifiant, mais au moins, ça nous permettait de rester occupés, de les rencontrer, de les voir à l'occasion, puis de les garder au sein de l'entreprise. Vous étiez à la guerre, là. On était vraiment à la guerre. Mais quand on a commencé à planifier la réouverture des restaurants, bien, ces gens-là étaient déjà en place. Ils savaient quel employé rappeler. Ils savaient où il y avait des enjeux de main-d'œuvre parce qu'un tel avait dit, bien, moi, je me suis trouvé un autre job, j'ai changé de carrière. Alors, c'est difficile, là. Je ne te cacherai pas que la main-d'œuvre en ce moment, c'est extrêmement difficile. Mais je pense que ce qu'on a fait pendant la pandémie nous a permis là, d'être capable de réouvrir nos restaurants à 2 reprises d'une façon un peu plus fluide là, que si on n'avait pas fait ça. Bien joué. Ouais, écoute, même si c'est pas gagné, ouais, tout n'est pas gagné, mais fallait le voir, fallait le lacter. Là. Fait que, tu connais sûrement tous les... il y a plusieurs dérivés de Data is King, Data is the New Oil. Il y a plusieurs citations ou quotes qui mettent en valeur ou qui, justement, rendent à la donnée d'entreprise un potentiel énorme. Maintenant, dans le domaine de la restauration, je ne pense pas que ça fait exception. Est-ce que tu penses que la puissance des données dans le monde de la restauration est bien compris? Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est en train de s'actionner dans notre industrie de la restauration au Québec, plus particulièrement? Oui, tu fais bien de poser la question au Québec parce que si tu regardes aux États-Unis, une chaîne de 100 restaurants, c'est une petite chaîne. C'est ça. OK? Alors, je pense que ça fait longtemps, eux autres, qui ont compris l'importance de ça. Au Québec, on commence à le faire. Je pense que les plus grands groupes le font. On commence à le faire. Le problème qu'on a aujourd'hui, puis dans ton domaine, tu le sais, c'est qu'il y en a trop de données. Il y en a trop de données. Alors, l'important, c'est d'être capable de la mettre à un endroit, puis de se poser la question, c'est quoi la donnée dont j'ai besoin pour améliorer la performance de mon entreprise, pour améliorer le service à mes clients, pour améliorer le travail de mes employés. Alors, nous, on est en train là, de mettre en place là, ces outils-là. Puis, tu te demandes si c'est essentiel. Je pense que pour le futur, les entreprises qui ne le feront pas ou qui n'auront pas les outils pour le faire, ils ne passeront pas à travers. Parce que l'augmentation de productivité, mieux comprendre ton client, comment communiquer à tes clients dans une industrie extrêmement fragmentée, c'est rendu essentiel. Oui. C'est impossible sans ces données-là, sans les outils qui viennent avec. Puis... Juste te donner un exemple. Moi, je suis revenu au Québec après, j'étais parti de la région de Québec pendant une quinzaine d'années. Quand je suis revenu dans la région de Québec en 2010, c'était la première fois depuis les 10 dernières années que je revenais dans un environnement médiatique où tu pouvais prendre un journal, 2 stations de radio, puis tu parlais à 50 % de ta clientèle. Okay? Québec est encore unique dans ce sens-là. Tu sais, j'avais travaillé à Toronto, j'avais travaillé à Montréal, j'avais travaillé à Boston. Là, j'arrivais à Québec. L'homogénéité de ce marché-là était exceptionnelle. Ouais. Bien, 10 ans plus tard, là, c'est fini, ça. C'est fini, là. C'est pas une mauvaise chose. Il y avait quand même des radios qui n'étaient pas non plus nécessairement... Oui, bien là, je ne ferai même pas d'éditorial sur le type de médias. Là. Je parle juste sur le comportement du consommateur. Là. Oui. On parle à des jeunes, des employés, nous autres, aujourd'hui. Ils n'écoutent pas radio dans leur auto. Ils n'ont pas de télévision à la maison, mais ils ont un ordinateur, ils ont YouTube, ils ont Netflix. Alors, tu sais, le monde a complètement changé. Puis pour parler à mon monde aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut que je cherche à qui je veux parler. Il faut que je cherche comment je veux leur parler. Il faut que je cherche qu'est-ce que je veux leur dire. C'est vrai.
Puis tu ne communiques pas de la même façon sur Facebook que sur un message 30 secondes à la télévision. Puis on s'entend, les outils d'aujourd'hui, les Facebook de ce monde et les autres, sont dans des modèles justement où ils ont littéralement, mais ils maîtrisent la donnée à un point tel que ce que tu reçois, c'est tout le temps tellement personnalisé que cette attente-là, on l'a à tout et pour tout, là. C'est fascinant, là, tu sais, je veux dire, je pense que tous les gens qui se sont mis à faire des achats en ligne pendant la pandémie ont réalisé jusqu'à quel point on est suivi, parce que tu te promènes d'un site à l'autre, puis je regardais cette paire de bottes-là il y a une demi-heure, comment ça qui me l'annonce là? Là, les gens commencent à... Puis tu reçois les spéciaux en lien avec tes habitudes d'achat, tes habitudes de vie, etc., etc. C'est fascinant. Et justement, les technos, on vient d'en parler, mais pour toi, encore une fois, dans ton industrie, est-ce que tu vois ça, les technos, comme une opportunité ou comme une menace? Puis on nomme facilement les Uber Eats de ce monde, les marchés Good Food, Amazon, on vient de le nommer vite, mais Amazon arrive avec Amazon Fresh, l'épicerie en ligne d'Amazon au Canada. Tout ça, c'est des machines, c'est des c'est des bulldozers. Rotoculteurs, c'est pas assez gros, c'est des bulldozers technologiques, des entreprises gigantesques. Comment tu les vois, ces joueurs-là? Puis les technos, est-ce que toi, tu vois ça comme justement une opportunité pour les combattre, entre guillemets, ou non? Bien, les technos, c'est une opportunité pour améliorer la performance de nos entreprises, pour être capable de mieux se positionner puis de combattre ces joueurs-là. Ouais. Ça, c'est certain, là. Parce qu'à un moment donné, eux autres, ils vont répondre à des besoins qui vont être différents de ceux auxquels on peut répondre. Alors, ça va être important qu'on comprenne bien ces choses-là. Qu'est-ce que le consommateur, qu'est-ce que toi, comme consommateur, pourquoi tu vas utiliser Amazon Fresh à certains moments donnés, mais que tu vas vouloir venir manger dans un de mes restaurants à d'autres moments donnés. Il va falloir que je sois capable de bien habiller mes offres pour répondre à ces besoins-là. Donc, je vais avoir le besoin de la technologie pour le faire. Ouais. C'est certain. Puis tu parlais des Uber Eats de ce monde. Bien, on s'aperçoit en ce moment là, que, tu sais, des fois, tu as des innovations technologiques qui, au début, semblent extraordinaires. Puis à un moment donné, il y a un backslash. Là. Ouais. Alors là, il commence à avoir un backslash contre les Uber Eats de ce monde et tout ça, parce que l'industrie de la restauration est en train de se dire pourquoi je donnerais 30 de commission à quelqu'un que tout ce qu'il fait, c'est un intermédiaire technologique. Alors moi, je pense que ce genre de technologie-là, à un moment donné, ça va faire comme d'autres. Elle va devenir accessible. Tu vas pouvoir acheter une application, tu vas payer une licence, puis tu vas pouvoir avoir le même genre d'outils que Uber Eats. Puis là, tu vas pouvoir décider. Est-ce que je veux l'outsourcer à Uber Eats ou je veux le faire moi-même? Est-ce que je veux utiliser une entreprise locale qui a la même technologie? Alors, tu sais, c'est un peu le Far West en ce moment. Là. Tu commences à voir des choses qui se placent. Là. Tu sais, quand tu suis l'activité d'Uber Eats, là, Uber Eats, en ce moment, la seule division qui est rentable, là, c'est chez Uber, la seule division qui est rentable, c'est Uber Eats. Oui, c'est très vrai. Alors... Ah non, c'est pas des modèles parfaits. Puis, mais ce que tu dis, je trouve ça génial, c'est qu'aussi, c'est l'entreprise qui tient à jour sur non seulement les technologies, mais les plateformes qui peuvent vous permettre à n'importe quelle entreprise de concurrencer ces grands joueurs-là, parce qu'effectivement, il existe puis des copies bien québécoises, DoorDash, des concurrents de Uber Eats. Puis Uber Eats est un modèle. Après, comment faire évoluer un modèle pour le rendre soit meilleur, soit même lui faire mal. C'est aussi ça, moi, je pense, le défi. Puis on parle tout le temps, quand on parle à nos clients, puis je vais t'amener sur le cloud dans une seconde, mais il y a des trucs qui sont des game changers qu'il faut arrêter aussi de voir comme justement une menace, mais souvent le convertir en opportunité. Tant et aussi longtemps qu'on comprend assez bien la technologie, je pense, puis une compréhension minimum, on est capable de la transposer dans un modèle d'affaires différent et de faire évoluer notre business, selon moi. Là. Effectivement. Ce que vous avez fait avec le cloud, là, avant la crise, entre autres, dans ce qu'on faisait avec vous autres en transformation numérique, vous étiez assez... dans le monde de la restauration, vous avez, selon moi, été avant-gardiste. On avait tout migré dans le cloud, alors que... moi, je connais personnellement de grandes entreprises, des grands manufacturiers ou des grandes entreprises de toutes sortes, en fait, qui aujourd'hui continuent de dire crime le cloud, un peu, là, c'est pas safe. Fait que vous avez quand même aussi cette fibre d'innovation-là, puis cet ADN de vouloir réinventer puis toujours innover. Fait que tu m'en parles un peu? Comment ça se fait? C'est intéressant le cloud parce que ça, c'est un bel exemple où des fois, quand tu pars en retard, tu sautes des étapes technologiques. Oui. Okay? Je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé chez Resto Plaisir en 2010, là, les adresses courriel des gens, c'était courriel numéro 24, courriel numéro 26.
Parce que le gars qui avait mis en place notre système de courriel, à un moment donné où il fallait que ça se fasse rapidement, ben, il y avait plein de fournisseurs de courriel. Puis le fournisseur de courriel, il avait dit donne-moi les adresses. Alors, il avait pris les numéros de poste téléphonique des gens. Alors, si ton poste téléphonique, c'était 29, mais ton adresse courriel, c'était courriel 29. Ça, là, quand je suis arrivé là, en 2010, c'était encore comme ça chez nous. OK. Moi, j'avais travaillé pour des grandes entreprises canadiennes, des entreprises américaines. Je veux dire, j'ai travaillé sur Lotus Note, moi, au début des années 2000, là, où on avait déjà là, des VPN, puis des services dématérialisés. Puis tu parlais tantôt de télétravail. Là. Moi, j'étais un travailleur sur la route. J'étais un professionnel, puis je n'avais pas de bureau. Là, Quand j'arrivais à Boston, je me prenais un cubicule que je réservais. C'est dans les années 2000. Là, c'est ça. Alors, moi, j'arrivais ici, là, puis on n'avait rien de ça. Alors, ça m'a permis, bon, bien, tout de suite, on s'est créé un nom de domaine. Après ça, on a commencé. Après ça, on s'est dit, bon, mais on ne veut pas avoir de département informatique, on ne veut pas mettre en place des serveurs. On a commencé avec les services de Google. Ouais. Et puis là, graduellement, on a disséminé ça dans l'entreprise. Puis là, les gens ont commencé, hey, c'est vraiment le fun, ça. Il y a un document là, que Pierre m'a partagé, puis je peux aller écrire dedans, puis tout ça. Là, ça, c'était nouveau. Là. Alors, graduellement, là, on a fait comprendre aux gens comment ces outils-là pouvaient nous aider à améliorer la façon dont on communiquait, dont on travaillait ensemble. Ouais. Alors, quand est venu le temps de commencer à faire ça avec les données des restaurants, puis de penser à faire un cube, alors on avait déjà une mentalité dans ça. Et puis, bon, on a Martin, qui est notre directeur du marketing, que tu connais bien, qui avait aussi travaillé dans un domaine technologique. Alors, il y avait aussi cette mentalité-là. Moi, quand Martin est arrivé dans l'entreprise, c'est la première fois que j'avais un membre de mon équipe qui avait à peu près la même vision technologique que moi. Là. Ouais. Alors, ça nous a permis là, de faire avancer ces projets-là. Puis on est allé un peu plus vite là, qu'on aurait... Tu sais, je connais une entreprise de restauration de Québec, là, je ne la nommerai pas, là, mais ils font tout en informatique eux-mêmes depuis des années. Ouais. Tu sais, à un tel point qu'en ce moment, là, ils sont probablement un peu attachés comme ça, là, parce que pour culbuter vers toutes les nouvelles technologies, ça les obligerait à tout transformer au complet. Tu mets ta poubelle, on va mettre un bon bout à ta poubelle. Ouais. Alors, c'est ça, il y a toujours ces défis-là, sauf que je pense que vous êtes la preuve, tu mentionnais, je ne vais pas dévoiler de secret, mais oui, on a mis en place un cube de données chez vous. Vous avez quand même fait une vitesse hallucinante, selon moi, un beau rattrapage, en tout cas. Oui, la migration au cloud, mais vous avez vos entrepôts de données, vous avez actionné une quantité de choses qui, je suis certain, ont sûrement aidé aussi dans la crise pour comprendre quels sont les bons moves ou les bons plays dans un contexte où le modèle d'affaires change, sans aller dans le détail. Mais c'est aussi ça, moi, je pense que les entreprises doivent entendre, c'est toute la puissance des données, quand tu es en place, te permet de prendre de meilleures décisions, puis on rentre dans un modèle qui est beaucoup plus orienté vers ce que moi je mentionne tout le temps, c'est des data-driven companies, c'est des entreprises qui gèrent avec des données, plutôt que de se fier au feeling et au pif, là, de dire « Oh, cette année, je pense que ça s'en va là ». Donc, des démonstrations toujours appuyées, plutôt des décisions surtout toujours appuyées sur des données fiables, bien, ça reste dur à battre. Là. Puis, on veut que la donnée devienne un outil pour les gestionnaire. Oui. Parce que là, les gestionnaires, ils ne réalisent pas, mais on leur force à faire un paquet de rapports, à nous donner un paquet de données. Puis techniquement, ça ne devrait pas être le job. Ça, c'est moi qui devrais leur donner ces informations-là pour les aider à mieux faire le job, à mieux s'occuper de leurs employés et de leurs clients. Alors, il y a aussi un changement de perception qu'on est en train de faire dans l'entreprise là, pour montrer à nos gestionnaires, là, regarde, là, moi, je vais te donner l'information, puis toi, tu vas pouvoir après ça prendre des décisions plus éclairées en ayant cette information-là. Est-ce que, une grande question, est-ce que ça va revenir comme avant, tu penses? Non, ça ne reviendra jamais comme avant parce que quand tu vis, tu sais, il faut juste être un peu connaissant de l'histoire pour savoir que toutes les crises dans l'histoire ont eu des transformations importantes, là, que ce soit la récession des années 80, que ce soit les grandes guerres. Alors, c'est certain que ce qu'on vient de vivre là, ça va avoir un effet transformateur important sur la société dans son ensemble. Le comportement des consommateurs, mais aussi sur nous autres, là, comme société, comment est-ce qu'on veut investir nos taxes pour faire quoi, etc. Alors, il va y avoir des changements importants. Puis là, notre défi en ce moment, là, ce qu'on essaie de faire depuis le début de la pandémie, c'est d'essayer de voir, bon, quels changements de consommateurs qui se sont opérés au cours des 12 ou des 16 derniers mois vont être permanents, puis lesquels ne le seront pas. Okay? Les gens vont venir au restaurant. Puis tu vas refaire un party de fête au restaurant pour ton père, ta mère, ta femme, ton mononcle, ton grand-père à un moment donné. Mais tu vas-tu le faire avec la même fréquence? Est-ce que tu vas aller dîner au restaurant aussi souvent maintenant que tu télétravailles 1 ou 2 journées par semaine à la maison? Tu ne travailles plus dans le tour ou à côté du restaurant du coin où tu es là avec tes collègues tous les vendredis. Alors, il y a un paquet de choses de ce genre-là là, qui vont complètement changer. La taille des restaurants, la localisation des restaurants.
Moi, je peux te dire qu'une décision que j'ai prise, c'est que je ne signerai plus aucun beau commercial de la même façon que je l'ai signé autrefois, Non, là, c'est sûr, c'est sûr. comprends-tu? Tu Avant ça, mentionnais, on signait des beaux commerciaux, puis on faisait des budgets restaurants, puis on savait à peu près quel genre de revenus on allait faire, ce qu'on était capable de payer comme loyer. Maintenant, le pouvoir de négociation entre le bailleur et le ça a changé, locataire, là. ça a complètement changé. Alors, il va y avoir des transformations profondes Ouais, qui vont demeurer, mais il y a une chose qui ne changera pas. C'est que le restaurant, c'est un endroit pour se divertir, c'est un endroit pour avoir un bon moment, c'est un endroit où on s'occupe de toi, puis tu n'as pas à penser à rien. Ça ne disparaîtra pas. Puis ça va être à nous autres de s'assurer qu'on livre l'expérience à laquelle tu t'attends, là. ouais, ouais. Ça va rester. Ça, Tu c'est sais, clair. la côté salubrité, Ouais, tu sais, je pense qu'on a tellement augmenté, les Américains disent awareness, là, le niveau ouais. de connaissance des gens là-dessus, là, que je ne pourrais pas faire comme lors du SRAS 21, on avait eu Les jeunes, les purelles à la main pendant quelques mois, nos restaurants, puis on les avait enlevés à un moment donné, là. Pour moi, ça, là, ça c'est va là en rester. permanence, Ouais, là, ouais, tu ça sais. va rester. Les mesures qu'on a mises en place pour désinfecter certaines surfaces de nos restaurants, on n'éliminera pas ça une fois que la pandémie va être finie, là, parce qu'il va falloir que le consommateur, que le client soit rassuré qu'on continue à lui offrir un Garde environnement confiance et tout ça. Ouais. qui est propre. Alors, ces choses-là ne changeront pas. Je pense que tu vises assez juste sur, oui, oui, il y a des choses qui vont définitivement changer, qui ont définitivement changé Tout pour à de fait. bon, là. Si tu avais quelques conseils à donner à des entreprises, autant peut-être du monde de la restauration, mais aussi il y a d'autres industries, comme je le mentionnais plus tôt, qui ont été durement touchées là, par la crise. Euh, tu leur dirais quoi pour peut-être orienter leurs prochaines étapes ou la façon dont on se réinvente, on se relève, on continue de pousser, puis idéalement dans la bonne direction? Ben, écoute, au niveau de la technologie puis de la transformation numérique, je dirais aux gens de faire attention, de ne pas sauter dans n'importe quelle solution qui pense cookie cutter, excuse-moi, Oui, puis qui va être parfaite pour eux autres. Il faut qu'il y ait une réflexion derrière ça. oui, Tu sais, nous, on a réussi à accélérer notre transformation numérique dans les derniers mois parce qu'on a fait un travail de planification avec vous autres. Puis on avait décidé c'était quoi la stratégie, c'était quoi les morceaux qu'on voulait mettre ensemble, comment qu'on voulait les mettre ensemble. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout le processus de planification stratégique d'une entreprise. Je pense que maintenant, c'est comme beaucoup d'autres processus dans l'entreprise, c'est quasiment rendu un processus continu. C'est plus un processus où tu dis, je vais me faire une planification pour 3 ans. C'est quasiment un processus continu. oui, Il faut que tu remettes en question constamment tes plans à moyen puis à long terme pour dire, mais ça tient-tu toujours la route? Nous autres, c'est incroyable. On a passé beaucoup de temps au cours des derniers mois à faire des vidéoconférences, l'équipe ensemble, à avoir notre plan, à se demander bien, qu'est-ce qui tient encore la route, qu'est-ce qui ne tient pas la route, qu'est-ce qu'on modifie. Et puis quand tu prends du recul, puis tu regardes tout ce qu'on a changé, c'est quand même assez impressionnant. oui. Alors, tu sais, il y a des entreprises qui avaient une mentalité, bon, OK, on a un plan, on l'exécute, dans 2 ans, dans 3 ans, on le regarde. Maintenant, c'est un peu comme tes budgets, c'est comme tes finances. Il faut que ce soit quelque chose qui est continuellement en mouvement. Ouais. Puis ma dernière recommandation, bien, ça serait, tu ne peux plus dire que tes employés, c'est important, puis que ce soit juste une phrase dans ton rapport annuel, là. Non, Si tu ne le vis pas, là, puis si tu ne t'occupes pas bien de tes employés, tu vas les perdre. tu vas les perdre. Puis dans le monde d'aujourd'hui, là, le problème de main-d'œuvre, là, il est dans toutes les industries. Moi, c'est critique, là, mais il y a d'autres industries qui vivent la même chose. Ouais. Alors moi, j'ai toujours dit, puis ça vient de notre fondateur, là, mais tu traites les gens comme tu veux qu'ils te traitent, comme tu veux être traité, là. Ouais, Puis si tu fais ça, ben, tu as plus de chances de garder les bons éléments chez toi, là. tellement d'accord. Ça a changé, puis tu sais, c'est dans ce que tu as nommé, les 3-4 éléments que tu viens de nommer, selon moi, c'est des choses qui se sont, si ça n'existait pas, enfin, si ça ne faisait pas partie, tu mentionnais des planifs annuels, des organisations, moi je pense que technologie, main-d'œuvre, mais dans un tout autre sens aujourd'hui, et innovation sont maintenant des sujets qui doivent être récurrents et toujours dans l'esprit, en tout cas des gestionnaires et des entrepreneurs pour ne pas se refaire prendre ou enfin pour ne pas non plus qu'il y ait une distance entre les concurrents aussi grands soient-ils des géants américains ou même une distance entre les technologies disponibles et ce qui est fait et utilisé dans les organisations. Fait que, clairement, je pense que encore une fois, miser juste sur ça. C'est des changements qui se sont opérés et qui s'opèrent en ce moment également. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. C'était un honneur et un plaisir de t'avoir.
On se recroise dans un de tes restaurants, c'est sûr et certain. Je suis sûr que ça va avoir Ils sont été. tous réouverts là, Ben, je sais. en date d'aujourd'hui. Là. C'est pour ça, le Alors, ciel est ouais. dans mes préférés, comme Je tu dis sais. souvent aux gens, tu parles du ciel, je dis souvent aux gens, vous avez été en enfer au cours des derniers mois, ben là, c'est le temps d'aller au C'est le ciel. temps là. d'aller au ciel. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.